Soy a été la première entreprise française à fabriquer et commercialiser du tofu en France. On a près de 150 agriculteurs qui travaillent pour nous apporter les graines de soja. Il y a de plus en plus de maladies qui sont liées à une mauvaise alimentation, maladies cardiovasculaires, des cancers, etc. En France, c'est pas dans nos habitudes. On mange beaucoup de viande, presque à tous les repas. Le soja, c'est une des graines légumineuses les plus riches en protéines, avec l'ensemble des acides aminés essentiels. Il peut surprendre un petit peu au début, mais en fait, quand on sait le cuisiner, quand on sait le faire mariner et lui donner du goût, il peut être utilisé dans plein de plats différents. Quand on a cette idée que le soja déforeste, il faut bien comprendre que c'est vraiment pour l'alimentation des animaux. Les plus gros consommateurs de soja sont certainement ceux qui mangent beaucoup de viande aussi. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Club VG. Aujourd'hui, je suis dans les locaux de Soy, dans le sud de la France, en compagnie de Agnès. Salut Agnès. Salut Maxime. Comment vas-tu? Super. Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Donc, je suis Agnès Belair. Je travaille depuis 17 ans pour la marque Soy, donc dans le sud-ouest de la France, à Revel. Je suis diététicienne nutritionniste et j'accompagne les marques pour le développement de produits et aussi pour la communication et la pédagogie autour de l'alimentation végétale. Ok. On va faire un petit historique de Soy, du coup. Comment est-ce que c'est né et pourquoi c'est né? Alors, Soy, ça a plus de 40 ans, puisque c'est né en 1982. Pour la petite histoire, le fondateur Bernard Storup est parti lorsqu'il était étudiant en voyage aux États-Unis, en Californie. Et lors d'un déjeuner, il a mangé une tarte au citron qui était faite sans farine, sans œufs, sans lait. Et il l'a trouvée délicieuse. C'était la meilleure tarte au citron qu'il n'avait jamais mangée. Et elle était faite à base de soja et notamment de tofu. De retour en France, il a forcément essayé de trouver du tofu, du soja, pour reproduire cette tarte au citron notamment. Et il n'a pas trouvé. C'était très difficile dans les années 70 de trouver du soja et du tofu en France. Et du coup, il a décidé d'en fabriquer lui-même pour en proposer à la vente, dans un premier temps dans les restaurants japonais et dans un second temps dans les magasins bio. Donc voilà, Soy est né comme ça, de Bernard Storup et Jean Depréneuf, ses fondateurs. Ok, donc ça veut dire juste qu'à l'époque, donc dans les restaurants japonais, ils devaient peut-être donc ils importaient du soja, souvent, ou du tofu du Japon. D'accord, ok. Mais c'est vrai que Soy a été la première entreprise française à fabriquer et commercialiser du tofu en France. Ok. Ouais, donc c'est assez intéressant. Donc c'est parti d'un voyage et il s'est dit en fait je trouve pas ça en France, comment faire? Et est-ce que le bio, comment est-ce que c'était le bio à l'époque? Est-ce que ça existait? Est-ce que c'était très répandu? Comment ça se passait à ce niveau-là? Alors il y avait des pratiques respectueuses de l'environnement, mais le label bio tel qu'on le connaît actuellement n'existait pas encore. C'est bien plus tard que ça a été réglementé et officialisé. Ok, donc il y avait quand même cette envie au début, donc de faire du soja peut-être on va dire clean, mais sans avoir le label bio parce que ça n'existait pas à l'époque. Voilà, on était dans des pratiques respectueuses, ça s'appelait quand même, on disait la bio à l'époque, et c'était des pratiques respectueuses de l'environnement, mais c'est vrai que le cahier des charges bio tel qu'on le connaît a été créé un petit peu plus tard. Ok, et est-ce que c'était aussi... Du coup, donc le bio n'existait pas, donc c'était pas populaire. Mais par rapport au soja, est-ce que ça n'a pas été compliqué d'implanter ça en France? Parce que du coup, c'était populaire aux États-Unis quand il a découvert, au Japon, mais du coup en France et peut-être même en Europe, c'était peut-être assez. Ah, mais c'est sûr, c'était un marché de niche. Hein. Ouais. C'est pour ça que petit à petit, c'est les magasins bio qui se sont intéressés au soja, notamment parce qu'il y avait aussi des gens qui cherchaient des alternatives déjà végétales. Okay. Mais ça restait une part faible de la population. Et voilà, c'est par les magasins bio que le soja est rentré petit à petit en France, mais c'est sûr que c'est pas encore totalement connu, même si c'est beaucoup plus démocratisé qu'il y a 25 ans. Oui, c'est ça, c'est que maintenant, quand on voit l'arrivée d'un nouveau produit, il faut qu'il fasse ses preuves, etc. Et puis, j'imagine qu'il y a 40 ans, c'était aussi beaucoup plus compliqué que maintenant. Enfin, voilà, Oui, mais déjà, on n'avait pas les communications digitales, donc les communications rapides. Donc c'est vrai que faire connaître le soja, c'est le faire goûter. Ouais, comment ça se cuisine, comment ça se mange, qu'est-ce que c'est, c'est un nouveau goût aussi.
parce que les consommateurs, sociologiquement, on est éduqués aussi. Nos goûts sont un petit peu formatés. Donc, intégrer de nouveaux ingrédients dans notre alimentation, c'est aussi découvrir de nouveaux goûts. Ouais. Ouais, donc ça doit être un gros challenge, je pense, d'intégrer aussi ça, de se faire une place, de dire bah si finalement il a sa place, et on le voit maintenant qu'il a bien sûr ça a toute sa place dans notre alimentation, dans les commerces et tout, mais ouais, à l'époque j'imagine que ça a dû être assez compliqué pour la marque de s'implanter. Oui, c'était vraiment un marché d'être légitime. De niche. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qui différencie Soy des autres marques sur le marché? Donc c'était un peu les pionniers donc, du soja. Donc là, ça fait quand même un poids dans la balance. Mais voilà, au fil des années, il y a eu, du coup, ça s'est démocratisé. Il y en a eu peut-être plus en plus. Et donc déjà du soja bio maintenant, avec le label bio. Du soja français, du soja du sud-ouest même, puisque on a monté la première filière bio de soja dans le sud-ouest en 99. Ok. Donc un soja français qui ne déforeste pas, bien évidemment. on y reviendra tout à l'heure, mais effectivement, voilà. C'est bien de préciser que c'est du soja qui vient bien de France et qui est bio, donc voilà, il n'y a pas de... Voilà, on est fabricant, puisqu'en fait c'est nous qui transformons notre propre graine de soja en jus de soja et en tofu. Donc on arrive à suivre notre produit je dirais de la graine du champ à l'assiette. Donc c'est quand même une valeur ajoutée importante. Et puis on propose des produits qui sont adaptés aussi bien aux gens qui aiment cuisiner et qui vont élaborer des plats un petit peu compliqués, que des produits un peu clés en main pour les gens qui veulent végétaliser leur alimentation au quotidien. Ouais, donc ce que tu disais, c'est que du coup vous avez quand même la main sur tout le processus. Comme tu me disais, voilà, de la graine, enfin voilà, du champ, donc c'est vous qui cultivez votre propre soja. Oui, alors c'est des agriculteurs partenaires, voilà, on a monté une filière. C'est des agriculteurs donc, qui sont dans le sud-ouest, qui sont à moins de 250 km de notre usine de Revel. Et on a près de 150 agriculteurs qui travaillent donc, pour notre coopérative et donc pour nous apporter les graines de soja. Voilà, donc vous savez, voilà, toute la traçabilité, vous savez d'où ça vient, etc. Donc, on est bio, c'est du soja non OGM, c'est aussi du soja équitable. Puisque c'est important pour nous la juste rémunération des agriculteurs. Voilà, donc on maîtrise totalement voilà, oui, vous avez là, soja. Ouais. Donc oui, ça c'est. Je pense que ça fait un point de différenciation avec certaines autres marques. Et du coup, donc explique-nous un petit peu le processus du soja, comment ça se passe, comme de la graine jusqu'au produit final. C'est quoi un peu les étapes clés, voilà, puis peut-être aussi la fabrication du tofu, si tu veux faire une petite aparté là-dessus. Une petite aparté sur le tofu. Donc les graines de soja arrivent par camion. Elles sont dépelliculées, puisque la pellicule n'est pas digeste par un procédé qui est mécanique. Puis elles sont évidemment rincées et dépourvues de tout ce qu'il pourrait y avoir mélangé aux graines. Les graines de soja sont broyées avec de l'eau de la montagne noire, pour obtenir du coup un jus de soja. On sépare évidemment la partie insoluble qui est l'okara, et donc le jus de soja est prêt. C'est assez simple comme procédé. Et avec ce jus de soja, on peut donc fabriquer du tofu. Ok, donc c'est à ce moment-là que du coup vous avez le jus de soja, le jus de soja, et donc c'est là que vous faites du coup les différents produits à base de soja. Le jus de soja, il va nous permettre de faire du tofu et ou des aides culinaires à rajouter comme de la crème. Et puis après le tofu, on va l'incorporer aussi dans des galettes. Ok, ah oui, donc il y a quand même aussi tout un procédé. Donc il y a voilà, le jus de soja qui permet de faire différents produits. Après, vous faites le tofu. Et après, vous vendez aussi le tofu tel quel. Et après, vous l'utilisez aussi votre tofu pour faire des galettes. C'est ça. Ouais, donc voilà, il y a quand même. Ok. Oui. Et du coup, l'éventail de produits que vous avez, donc est-ce qu'il y en a d'autres qu'on n'a pas cités? Alors, on fait également du tempeh. Oui. Donc c'est des graines de soja fermentées. Voilà, donc là aussi c'est un autre procédé. Mais toujours avec les graines de soja que vous recevez. Voilà. Il y a les boissons. On fait des boissons, donc là c'est le jus de soja qui est soit aromatisé, sucré ou pas, tout simplement.
On a également après d'autres produits qui ne sont pas à base de soja, puisqu'on fait aussi des galettes de céréales. Et on fait aussi du sétan. Ok. Oui, d'accord. Donc oui, vous êtes, ça s'est peut-être diversifié après, Voilà. enfin voilà, au fur et à mesure quand il y a eu. L'origine est vraiment le soja Mm. et la transformation du soja. Et puis après, pour justement accompagner les gens dans une végétalisation de leur alimentation, il est important aussi qu'on apporte des céréales et d'autres types de légumineuses. Ouais. Ça reprend une question du coup que j'avais plus tard, mais je vais la poser maintenant. Du coup, donc, comment est-ce que vous faites pour répondre au mieux aux attentes des consommateurs? Là, c'est un petit peu ça, parce que tu m'as dit que voilà, vous êtes diversifié. On s'est diversifié. Est-ce que c'était des demandes? Est-ce que, enfin voilà, comment ça se passe aussi à ce niveau-là? Alors, c'est à la fois, oui, ça peut être des demandes. On sent que les gens, ils ont envie de végétaliser leur alimentation, mais ils ne savent pas forcément comment faire. Donc, c'est aussi des aides pour intégrer facilement des céréales ou des légumineuses dans leur alimentation. C'est les accompagner ou trouver des substituts à d'autres produits d'origine au besoin animal qu'ils pourraient avoir envie d'utiliser. Et du coup, juste pour revenir sur le tofu, donc tu me disais que c'était à partir du jus de soja. Quelles sont après les étapes vraiment précises pour le tofu? Le tofu. Ouais. Donc tu parles donc du jus de soja. Ce jus, il est coagulé comme un fromage en fait. Il est coagulé avec un coagulant qui s'appelle le nigari, qui est d'origine naturelle. C'est un chlorure de magnésium d'origine marine. Donc il est coagulé et après il est pressé. Donc vraiment un peu les mêmes techniques que pour le fromage. Il est pressé où on va faire enlever toute la partie eau. Il est pressé, il est moulé et voilà, t'as ton tofu. Ça c'est le tofu ferme classique qu'on peut fumer après, par exemple. Nous on fume au bois de hêtre. Et puis après tu peux avoir le tofu soyeux où là en fait c'est directement mis en barquette avec le chlorure de magnésium et il n'est pas pressé. Ah ok, en fait vous, tu vois, je ne savais pas, vous enlevez en fait une étape. Enfin, il n'y a pas l'étape de pressage. Oui. Tandis que là, en fait, vraiment, on coagule le tofu classique, on va coaguler un gros volume et puis on va le presser, on va le couper après pour le mettre dans des barquettes. Tandis que pour le tofu soyeux, il est directement coagulé, on met le coagulant dans la barquette. Ok, c'est pour ça que du coup qu'il est chauffé et du coup, voilà. Ok. Et quel est le produit soy avec le plus de succès? Alors je dirais que c'est le tofu. Nature. C'est notre produit historique, le tofu fumé. Ah, oui. Parce que le tofu fumé a un petit peu plus de goût et il est plus facile peut-être à utiliser et à préparer tel que. Et au contraire, du coup, quel est le ou les produits qui vont pas du tout rencontrer le succès escompté? Est-ce qu'il y en a un particulièrement? Alors forcément depuis 40 ans, il y a eu des produits qui ont moins bien fonctionné. Mais je dirais que le dernier en date qui a moins bien fonctionné, c'est l'Okara. Est-ce que tu peux nous rappeler du coup ce que c'était? Tu en as parlé juste un petit peu avant dans le procédé de fabrication du jus de soja. Mais l'Okara, c'est la partie qu'on ressort quand on fait le jus de soja. Parce que donc, comme je disais, les graines sont broyées et après c'est filtré. Et on récolte le jus, mais il reste la partie qu'on a filtrée. Donc c'est partie notamment où il reste beaucoup de fibres. Et ça s'appelle l'Okara. Donc vous aviez fait un. Donc on avait décidé justement de valoriser ce coproduit, puisque étant fabricant de jus de soja, on a beaucoup d'Okara. Oui, vous vouliez utiliser aussi ce. Voilà, on s'est dit c'est important de valoriser ce coproduit. Donc après de longues années de recherche, notamment pour le stabiliser, parce que c'est un produit humide. Donc on a fait beaucoup de recherches et on avait réussi à lancer de l'Okara, qui était vendu en barquette dans les magasins bio. Malheureusement, ce produit n'a pas eu vraiment le succès escompté. Pourtant, c'est un super produit qui te permet de remplacer les œufs, la farine, le lait, qui te donne un moelleux incomparable dans les gâteaux. Une aide culinaire, quoi. C'est vraiment, voilà, on va l'incorporer dans des plats, dans des préparations. Oui, totalement, ouais. Et je pense qu'on était un petit peu trop pionniers, précurseurs. L'Okara n'est pas connu. Il faut habituer les gens à cuisiner différemment aussi. C'est une nouvelle habitude et voilà. Malheureusement, ce produit
n'a pas tenu. Ouais, ok. Mais peut-être qu'il reviendra du coup dans quelques années si Ah, mais voilà. peut-être, on le souhaite, je l'espère, personnellement même. Et au moins vous saurez déjà faire. Enfin voilà, vous avez tout fait, fait toute la recherche et le développement là-dessus. Si jamais ça redevient peut-être un petit peu, voilà, un petit peu tendance. Voilà, le souhaite, Donc des fois, bon, ça s'est pas passé avec le soja et heureusement, mais des fois sur certains produits, faut habituer les consommateurs à comment ça se mange, c'est quoi, c'est des nouvelles habitudes, c'est culturel aussi. Donc la cuisine, ça se transmet de génération en génération et on a tendance à reproduire ce qu'on a vu. Ça bouscule peut-être un peu trop vite les générations d'avoir déjà des alternatives végétales, pardon. Donc voilà, du tofu, etc. Parce que là, ça, voilà, peut-être. C'est vrai que maintenant, ça va un petit peu plus vite avec toute la partie Internet. Mais c'est vrai que des nouvelles habitudes et des nouveaux ingrédients, ça met toujours un petit peu de temps à rentrer dans les cuisines. Et est-ce que vous avez observé du coup un changement dans les modes de consommation depuis, voilà, on va dire une dizaine d'années, depuis la démocratisation un petit peu de l'alimentation végétale, même si, bien sûr, ça représente encore aujourd'hui une part quand même très minime de la population, mais il y a quand même voilà, cette tendance-là à aller vers plus de végétal. Oui, on voit que les gens vont vers plus de végétal. On parle beaucoup de flexitariens, avec des curseurs plus ou moins importants. On voit quand même les gens découvrent justement le soja, découvrent des nouveaux produits, se remettent à manger des légumineuses, ce qui est hyper important, parce que c'est dans les nouvelles recommandations aussi. Voilà, c'est recommandé du coup de diminuer la part de protéines animales pour se tourner vers plus de protéines végétales. Et du coup, les légumineuses sont quand même aussi riches. Une part hyper importante dans l'alimentation, dans l'apport de protéines végétales. Et du coup, tu me disais tout à l'heure, donc avant l'épisode, que le soja est une légumineuse. Le soja est une légumineuse. Voilà. Oui, bien sûr. On ne le sait pas forcément, mais le soja est une légumineuse et une légumineuse qui est très riche en protéines. Notamment. Voilà. Donc c'est pour ça que des fois au cœur d'autres atouts, il y a quand même la protéine. Oui, voilà. C'est pour ça que des fois on la met pas forcément dans les légumineuses parce que elle est très riche. Enfin, le soja est très riche en protéines, mais ça fait bien partie des légumineuses. Donc quand on dit manger plus de protéines végétales, ça en fait partie. C'est une des graines les plus riches en protéines. Oui, donc il faut pas. Voilà. C'est une des légumineuses les plus riches en protéines. Une légumineuse. Ouais. Et du coup, on va passer maintenant à une autre partie sur les enjeux et les bienfaits de passer à une alimentation végétale. Est-ce que tu veux nous dire pourquoi est-ce que c'est bien? Peut-être d'abord pour l'environnement et après au niveau de la santé? Oui. En fait, il faut se remettre un petit peu dans le contexte du système alimentaire actuel. Donc ce système alimentaire actuel avec de la production intensive, ça vient de l'après-Seconde Guerre mondiale, où il fallait nourrir beaucoup de gens très vite. Donc beaucoup de production, beaucoup d'utilisation d'intrants pour surproduire. Ça a eu le rôle escompté, puisqu'on a réussi à nourrir quand même, notamment en Europe, les populations. Par contre, on commence à payer les pots cassés maintenant, puisqu'on voit que ces surproductions, c'est un quart des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à l'agriculture. C'est aussi l'utilisation de beaucoup de ressources, notamment de l'eau. Donc un impact sur le climat, sur la biodiversité, etc. C'est vrai qu'à l'époque, on se souciait peut-être pas de ce point-là. Enfin, voilà, je pense que la priorité, c'était de nourrir les populations. Voilà. Il y avait beaucoup de gens qui étaient dénutris aussi. Donc il y avait vraiment l'importance de nourrir la planète. Oui, voilà. Et puis qu'on n'avait pas cette optique de long terme, en fait. On se disait là, vraiment, maintenant, c'est une cata. Donc il faut qu'on fasse quelque chose pour maintenant parce que c'est la cata. Mais après, puis pas de recul non plus, nécessaire. En fait, voilà, il y a eu tous les intrants, tous les engrais qui ont été créés. Mais on n'avait pas de recul. Oui, voilà, c'est ça, on n'avait pas testé, savoir ce qu'on se disait, c'est que ça nous permettait d'avoir des beaux légumes, des belles céréales, etc. On n'avait pas le côté qu'est-ce que ça va faire dans le temps. Donc voilà, c'était un système alimentaire qui a marché pour son temps, voilà, mais maintenant... pour son objectif. Par contre, maintenant, on se dit que c'est pas forcément gérable à long terme. Oui, donc le système actuel de production qui est néfaste pour l'environnement, à la fois sur les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi sur les ressources. Il a un impact aussi sur notre santé, puisqu'on est quand même dans une période de surconsommation. On a accès beaucoup plus facilement à l'alimentation, ce qui était l'objectif aussi, pour nourrir les populations, encore une fois. Mais on a
on est plus sur de la surconsommation. Il y a énormément de produits accessibles. Et puis c'est des produits qui sont plutôt souvent ultra transformés. On est dans un pays où on mange aussi beaucoup de junk food, de street food, etc. Donc c'est pas forcément des aliments qui sont très bons pour la santé. Et on voit que à date, il y a 47% des Français qui sont en surpoids ou obèses. Et ça a été triplé, ce chiffre a été triplé dans les 30 dernières années. Il y a de plus en plus de maladies qui sont liées à une mauvaise alimentation. Les maladies cardiovasculaires, des cancers, etc., du diabète. On dit qu'actuellement, il y a un décès sur 5 qui est lié à une maladie qui est en lien avec l'alimentation. Donc c'est vrai que c'est quand même problématique. Et donc il faut aussi trouver une solution, il faut arriver à changer notre alimentation. Et donc ça passe par sa végétalisation. Parce qu'il y a quand même, tu l'as pas mentionné ici, mais bien sûr que voilà, il y a aussi le mode de consommation, mais aussi ce qu'on consomme précisément, comme par exemple voilà, la viande rouge, qui est aussi du coup… C'est le choix de notre alimentation, et notamment au cours de la fin du XXe siècle. En fait, il y a eu une surconsommation de viande. On s'est mis à consommer beaucoup de viande. C'était un peu aussi un signe à une époque, la viande de richesse. Et le fait que maintenant tout le monde ait accès à la viande, il y a une surconsommation de viande, alors que les recommandations, elles demandent aussi du 50-50 en termes de protéines animales et protéines végétales. Donc cette surconsommation de viande, c'est aussi un impact important sur l'élevage, avec un élevage intensif, et du coup des conditions aussi pour les animaux qui ne sont pas toujours adaptées. Donc plus il y a de demandes, plus on est obligé de surproduire. Ouais. Oui, voilà, c'est que ça correspondait bien à l'époque de ok, après-guerre, on a besoin d'avoir beaucoup de viande pour nourrir tout le monde, voilà, à l'instant T. Mais maintenant, voilà, on n'est plus en guerre, nous, on va dire, en France. Il n'y a plus besoin d'avoir autant, on consomme, enfin voilà, comme tu disais, on est passé de la viande à un peu un mets riche, enfin voilà, de qualité, à maintenant de la viande accessible à bas coût, parce que du coup les prix enfin voilà, avec la demande, ça a fait diminuer le prix, donc la viande n'est plus forcément de la même qualité, etc., etc. Donc voilà, on s'est rendu compte que finalement c'était pas Voilà, c'était pas nécessaire aussi. Puis encore une fois, d'un point de vue santé, on voit que les maladies fin du XXe siècle, c'était les maladies liées à la nutrition, c'était de la dénutrition, c'était des gens qui n'étaient pas bien nourris, en quantité ou en qualité, et que maintenant, les maladies liées à la nutrition, à son alimentation, c'est parce qu'on surconsomme ou qu'on consomme des mauvais nutriments, en fait. Donc il y a une vraie bascule à avoir, à la fois pour l'environnement, pour la santé, et pour évidemment le bien-être animal. Oui, voilà, donc on est passé, enfin c'est vraiment un peu, ok, on change carrément de phase, on était vraiment sur, ok, il faut beaucoup de viande, enfin voilà, etc. Maintenant, bon, en fait non, on s'est rendu compte que c'est pas ça enfin c'est pas vers ça qu'il faut tendre, parce que c'est pas tenable pour du coup la planète, enfin pour tout le monde. Pour donc, la santé, voilà, c'est un point important. La viande peut apporter des protéines et d'autres nutriments. Peut-être on en parlera tout à l'heure. Bien sûr. Mais voilà, il faut rétablir un petit peu, parce que ça peut aussi apporter des nutriments qui ne sont pas forcément bons pour notre santé. Oui, il y a son lot aussi de désavantages. Et du coup, le bio dans tout ça, est-ce que le bio a quelque chose à jouer aussi dans la partie environnementale? Donc voilà, de faire moins de mal à la planète, et aussi après sur la partie santé? Alors le bio, je dirais, c'est évidemment un plus, puisque c'est des pratiques agricoles vertueuses, donc qui vont respecter l'environnement, donc par la biodiversité, le sol, etc. Donc c'est un petit plus. Et sur la santé, alors c'est plus difficile d'avoir des réelles études, puisque c'est quand même assez récent au final, et que l'alimentation, c'est aussi quelque chose qui se voit dans le temps. Mais il y a des études plutôt d'observation, des études un peu épidémiologiques, qui ont quand même tendance à montrer que les gens qui consomment du bio ont moins de risques sur certaines maladies. Donc c'est des études qui sont encore à confirmer, et c'est le temps qui va aussi faire qu'on puisse avoir plus de preuves. Oui, d'accord, oui. Ça demande du temps, un peu comme tout, de mise en place déjà, après de déconstruire ce qu'on a
ce qu'on a eu parce qu'on pensait que c'était bien, et maintenant après d'analyser, est-ce que finalement c'est peut-être bien, enfin voilà, on se rend pas forcément compte de l'extérieur, mais voilà, ça demande du temps, il faut étudier, il faut voir, enfin voilà, c'est vraiment Oui, puis très c'est des spécifique. impacts sur la santé qui peuvent être longs. Oui. Par exemple, sur les pesticides, je pense qu'on a mis très longtemps à se rendre compte qu'on les stockait, etc., etc. Oui. Donc c'est encore une fois, la science, elle évolue de toute façon très très vite. Donc on découvre et par contre, ce qu'on sait, c'est que quand même, il vaut mieux limiter maintenant la quantité de pesticides. Ouais. Effectivement, je pense que c'est quand même mieux. Et quels sont les principaux freins à la transition vers une alimentation plus végétale? Alors, je dirais qu'il y a peut-être plusieurs niveaux. Déjà, en point de vue socio-culturel, je pense. C'est le premier point. Parce que forcément, c'est pas dans nos habitudes alimentaires, notamment en France, mais dans d'autres pays aussi. Enfin, il y a des pays où ils sont beaucoup plus végétalisés depuis très longtemps, notamment l'Inde, par exemple. En France, c'est pas dans nos habitudes. On mange beaucoup de viande en France, presque à tous les repas. En tout cas, il y a justement à la fin du XXe siècle, c'était quand même un peu la norme, au moins midi et soir, de manger de la viande. Donc, je pense que c'est un frein important. Le frein du goût aussi, c'est des goûts nouveaux. Donc, il faut les découvrir. Il faut s'habituer à ces nouveaux goûts, les faire découvrir comme ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. En fait, voilà, c'est des nouvelles choses à apprendre. Donc, voilà, ça demande du temps. Il y a peut-être un peu plus de réticence quand il y a quelque chose de nouveau, de dire ah ok, je connais pas. C'est vraiment un réapprentissage en fait. Donc, je pense que c'est vraiment le frein le plus important. Ouais. Et comment est-ce qu'on pourrait encourager les Français et les Françaises à adopter plus de végétal au quotidien? Alors, je pense que c'est avec de la pédagogie déjà. C'est en leur donnant aussi peut-être des facilités pour trouver des produits justement tout faits aussi, qui permettent d'introduire facilement plus de végétal dans leur alimentation de manière simple, sans se prendre la tête, sans se dire combien de temps je dois mettre mes lentilles à tremper avant de les faire cuire. C'est vraiment de leur expliquer à presque se reformater à une nouvelle cuisine en fait. Il faut tout réapprendre en fait, c'est vraiment ça. Oui, c'est cuisiner différemment, c'est découvrir de nouveaux goûts, c'est vraiment, voilà, c'est découvrir autre chose. Oui, que tu disais de faciliter la vie voilà, des personnes. Et ça me fait penser qu'il y a eu une étude qui avait été faite en fait avec deux buffets. Un buffet où l'option par défaut était du coup la viande. Et si tu voulais du végétal, il fallait demander. Et l'autre buffet où c'était l'inverse. Le par défaut était du coup du végétal. Et si tu voulais, tu pouvais demander de la viande. Et que en fait, dans le buffet où par défaut c'était du végétal, il y avait plus de gens qui prenaient du végétal. Parce qu'en fait, quand c'est par défaut, on va pas faire forcément l'action d'aller demander, d'aller voilà, déranger, enfin voilà, de sortir un peu du cadre. Et que quand il y a des initiatives comme ça qui sont prises, on voit que ça porte ses fruits en fait. Oui. Et que c'est dommage. C'est aussi de la découverte, c'est de oser, et encore une fois, c'est de l'accessibilité aussi. C'est que plus il y aura d'offres aussi végétales, plus il y aura de conseils, plus il y aura de recettes, plus les gens iront vers des produits végétaux. En fait. Et bon, ça commence à venir, mais c'est vrai que ça, comme tu disais, par rapport à d'autres pays, même nos pays voisins, comme je pense à l'Allemagne ou l'Angleterre, qui sont beaucoup plus avancés que nous dans ce domaine-là, et que c'est vraiment, il n'y a pas de débat forcément, mais je pense que ça vient aussi de la culture et des traditions culinaires, de la gastronomie, etc. Donc, et on va passer maintenant à la partie de nutrition. Quelles sont les bases d'une alimentation végétale équilibrée? Par exemple, qu'est-ce que toi tu conseillerais pour équilibrer facilement une assiette, donc une assiette végétale au quotidien? Donc je dirais qu'une assiette végétale équilibrée, c'est déjà une assiette équilibrée. C'est déjà, je pense qu'on ne mange pas forcément tous équilibrés. C'est d'avoir un apport équilibré avec un apport de féculents, un apport de protéines, peut être des légumineuses, justement, et un apport de légumes ou de fruits pour les fibres, etc. Donc si on arrive à avoir la moitié de l'assiette, par exemple, avec des légumes et des fruits, si c'est schématisé, un quart de protéines d'origine végétale et un quart de féculents. Donc ça, c'est déjà une bonne base pour
pour avoir Ouais. voilà, un repas équilibré. Oui, oui, ce qui est important dans l'alimentation végétale, comme dans tout type d'alimentation équilibrée, c'est la diversité. En fait, le végétal, il nous offre quand même énormément d'ingrédients différents. Donc, il y a toutes les céréales, toutes les légumineuses, tous les oléagineux, il y a les fruits, il y a les légumes. Enfin, je veux dire, le végétal, c'est pas que des fruits et légumes. Ouais. Il y a beaucoup de gens, quand ils pensent végétaliser leur assiette, ils rajoutent juste un peu plus de légumes. Non, il faut penser à tous les nutriments que peuvent apporter d'habitude les produits d'origine animale et les retrouver dans le monde végétal. Et on les retrouve dans l'ensemble dans le monde végétal. Là, tu disais de vraiment équilibrer son assiette, c'est un peu la base. Mais c'est vrai qu'il y a plein de plats, voilà, on va dire traditionnels français, où il y a la pièce de viande et après il y a un petit peu de légumes sur le côté et que voilà, on se pose pas forcément la question. Mais ça, voilà, c'est pas un plat équilibré d'une manière Non, il faudrait déjà il faudrait des féculents en plus. Et en fait, c'est de remplacer la partie protéique que peut apporter par exemple de la viande. On peut la remplacer par des protéines, par une légumineuse, par du soja, par du tofu, par exemple. En sachant qu'il est important dans l'équilibre nutritionnel, c'est que les produits animaux, c'est souvent notre source de protéines. Si on en revient aux protéines. Oui. Pas que, mais c'est notre source de protéines. Donc c'est de se dire dans quoi je vais trouver des protéines. Donc on en revient aux légumineuses, qui sont une source quand même importante de protéines, et également les céréales. Donc souvent, on associe céréales et légumineuses. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas tout à fait la même qualité protéique. Et les céréales ont un acide aminé en un peu moins de quantité, tandis que les légumineuses, c'est un autre acide aminé qui leur manque, ou du moins il y a une quantité insuffisante. Donc en associant les deux, on arrive à avoir une protéine qui correspond à une protéine d'origine animale. Ouais. En sachant que le petit plus, et c'est pour ça aussi que le soja est important pour nous, c'est que le soja, c'est des légumineuses, c'est la légumineuse qui contient tous les acides aminés essentiels dont on a besoin. Donc en fait, c'est une protéine, la protéine de soja, c'est une des meilleures protéines, c'est une équivalence d'une protéine d'origine animale en termes d'acides aminés. Oui, donc les protéines sont composées d'acides aminés, et donc il y en a qui sont essentiels et qu'on retrouve du coup dans la viande, dans une même viande, alors que du coup au niveau végétal, comme tu disais, les céréales vont avoir certains types d'acides aminés, les légumineuses d'autres, mais pas toutes d'un coup, Voilà. Sauf du coup le soja qui lui a ce profil-là qui est similaire du coup à la viande au niveau des acides aminés. Oui, oui. C'est ça, en fait, voilà. Normalement, et c'est ce qu'il faut faire, il faut manger, c'est la diversité encore une fois, c'est la base d'une alimentation équilibrée, végétale ou pas, en fait, et le mieux pour une alimentation végétale, c'est d'équilibrer une part de légumineuses et une part de céréales pour que leurs protéines puissent se compléter et qu'elles soient de bonne qualité. Après, j'ai vu que c'était pas forcément sur un même repas qu'on peut être là sur la journée, parce que sinon ça devient très contraignant de OK, à chaque repas il faut que j'ai ça, alors que évidemment si encore une fois on repart sur les variés et équilibrés, au fil de la journée tu vas pas manger la même chose, donc du coup tu pourras retrouver cet assemblage que tu as besoin. Alors oui, on peut évidemment le faire sur une journée. Après, je te dirais, il y a encore des études sur le sujet. Okay. Et il y a quand même des études qui disent que si on les mange sur le même repas, c'est peut-être plus efficace. Après, je suis prudente aussi parce que voilà, il y a encore des études en cours là-dessus. Ce qu'on sait, c'est qu'il est important pour notre synthèse protéique, qui a lieu souvent après le repas, d'avoir l'ensemble des acides aminés essentiels. Et sinon, on va dire qu'elle sera moins importante, notre synthèse protéique. Ça sera limité aux acides aminés, à la quantité d'acides aminés qu'on a. Ok. Et du coup, quel conseil est-ce que tu pourrais donner à quelqu'un qui souhaite réduire sa consommation de viande et intégrer plus de protéines végétales dans son alimentation? Alors pour diminuer sa consommation de viande et manger toujours équilibré, parce qu'évidemment, encore une fois, il ne faut pas juste rajouter des légumes à la place de enlever la viande. Ouais, voilà. Donc, c'est déjà en avoir l'envie, c'est bien. Donc c'est comment petit à petit, je pense qu'il faut y aller progressivement, petit à petit. C'est peut-être, si c'est quelqu'un qui mange beaucoup de viande, c'est peut-être commencer par faire un repas de temps en temps sans viande, ou un repas sur deux.
c'est de trouver des alternatives aux produits d'origine animale. Ça peut être aussi de temps en temps, dans la pâte à crêpes, mettre plutôt du jus de soja que du lait. Ça peut commencer comme ça. Faire des repas sympas, essayer de trouver justement des repas sympas. Voilà, ça peut être des burgers végétaux. Faut pas se dire je vais manger, ça va être triste. Oui, voilà, En fait, je trouve qu'il faut égayer son alimentation végétale. On a aussi les épices, j'en ai pas parlé, mais les épices et les herbes qui permettent de donner du goût. Donc c'est y aller aussi petit à petit. Il ne faut pas manger que des fruits et légumes pour remplacer les produits d'origine animale. Par exemple, on peut manger des légumineuses, et c'est important d'ailleurs, les recommandations poussent à manger des légumineuses au moins 2 fois par semaine. Et plus on végétalise son alimentation, plus il va falloir manger de légumineuses qui sont des super sources protéiques. Donc après, à compléter évidemment avec des céréales, des fruits secs oléagineux de type amande qui permettent aussi d'apporter de la vitamine E ou des protéines. Voilà, après on a du coup le champ des possibles du végétal après est immense, donc avec les graines et les oléagineux, il y a plein aussi de bienfaits nutritionnels dans toutes ces catégories d'aliments-là, et donc c'est hyper bien pour remplacer du coup la viande d'intégrer ces familles-là de produits. Et ça, plus on va diversifier dans les origines, dans les produits d'origine végétale, plus en fait tu vas arriver à trouver tous les nutriments dont tu as besoin que tu pourrais d'habitude trouver dans les produits d'origine animale. Tu peux par exemple, bon alors les protéines on en a parlé, mais il peut y avoir aussi le calcium que tu peux retrouver dans le tofu, dans les amandes, etc. Donc en fait, en choisissant de vraiment diversifier, d'aller piocher dans chacune des catégories des produits d'origine végétale, tu vas retrouver les bons nutriments. En sachant que sur certains nutriments, plus tu vas manger végétal, plus il peut y avoir des risques de déficience ou de carence. Et c'est là où il faut être vigilant. Par exemple, les points, ça peut être sur la vitamine B12. Oui, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais effectivement, là, vas-y, je te laisse sur ce point-là, voilà, donc la vitamine B12. C'est voilà, pour les personnes qui vraiment ne mangent plus du tout de produits d'origine animale, il faut faire attention à la vitamine B12, puisque c'est vraiment, cette vitamine, on la trouve que dans les produits d'origine animale. Il faut faire aussi un peu attention à l'iode. Et je dirais aussi un peu la vitamine D. Le fer, peut-être aussi un petit peu le fer. Alors, le fer, mais le fer, on en trouve dans les produits. Tu parlais plutôt de ce qu'on ne trouvait pas. Alors évidemment le fer, mais c'est vrai qu'en mangeant régulièrement des légumineuses, si vraiment les légumineuses sont au cœur de l'alimentation végétale, normalement le fer, il n'y a pas trop de soucis. Après évidemment, il faut tout contrôler. Mais il y a, je dirais que les nutriments qui sont vraiment les plus à surveiller, ça va être la vitamine D, l'iode et la vitamine B12. Mais vraiment, quand on n'a plus du tout de produits d'origine animale, c'est-à-dire même ni lait ni fromage. Et du coup, quels sont est-ce que tu sais un petit peu les aliments qu'il faut intégrer pour du coup, bon, la B12, ça c'est vraiment supplémentation obligatoire. Mais après pour la partie donc iode et vitamine D. Oui. Alors, vitamine D, c'est un peu compliqué, mais en même temps, on fait de la vitamine D quand on va au soleil. Donc, en allant régulièrement au soleil, normalement, on peut arriver à combler le manque de vitamine D. Donc là, tout le monde est un peu, voilà, tout le monde est touché. Il n'y a pas que les personnes qui ne mangent pas de viande ou produits animaux. Ils peuvent avoir de la vitamine D dans du lait ou dans du beurre, etc. Tandis que quand on ne mange pas du tout de produits d'origine animale, forcément, en tout cas, le soleil doit être d'autant plus important pour combler. Et par rapport du coup à l'iode? Et à l'iode, je dirais le plus simple, c'est soit le sel de mer iodé, soit les algues. Je pense que c'est les sources les plus importantes d'iode. Et du coup, donc, chez Seuil, vous avez fait le choix d'un ingrédient phare, le soja. Quels sont les avantages du coup au niveau alimentation, nutritionnelle, etc. Alors le soja, comme je te disais tout à l'heure, c'est une des graines légumineuses les plus riches en protéines.
Donc sur la graine, vraiment sur la partie graine, on est à 40%, donc ce qui est énorme de protéines. Okay. Donc évidemment, après, on transforme à la graine, donc on a un petit peu moins de protéines. Donc c'est les protéines avec l'ensemble des acides aminés essentiels. Donc ça, c'est un point hyper important parce que c'est très rare dans le monde végétal. Donc c'est une forte qualité, une haute qualité protéique. Il y a aussi des acides gras insaturés, et notamment des oméga 3. Les oméga 3 qui sont bons pour les maladies cardiovasculaires, notamment. C'est un apport de fibres, tient un peu de calcium, du fer, etc. Donc c'est vraiment une légumineuse qui apporte plein de nutriments très intéressants pour la santé. Et donc du coup, il a vraiment un profil intéressant. Du coup, c'était pour ça que c'est un peu le produit, enfin l'aliment phare de l'alimentation végétale, parce qu'en fait, il a le profil le plus, on va dire, parfait, bien sûr, entre déjà guillemets. La plus haute qualité protéique, ce qui est déjà hyper important. Et puis évidemment, il apporte aussi autre chose. Et puis le fait qu'on puisse le transformer en plein de produits finis différents, du type des jus de soja, le tofu, le tempeh, ça permet aussi de diversifier, de l'utiliser à la fois dans des desserts ou dans du salé, puisqu'il y a aussi, on a parlé du tofu, mais il y a aussi le tofu soyeux, qui permet facilement de faire des mousses au chocolat ou autre. Donc c'est vrai qu'il est aussi versatile, il a un goût neutre, il capte les goûts, donc c'est vrai qu'il est hyper facile d'utilisation. Il peut surprendre un petit peu au début, mais en fait quand on sait le cuisiner, quand on sait le faire mariner et lui donner du goût, il peut être utilisé dans plein de plats différents. Parce on a toutes et tous déjà entendu le « Ah non, j'ai goûté une fois du tofu, il était dégueulasse et tout », mais bon, est-ce que tu l'as bien cuisiné? Est-ce qu'il a été bien préparé? Est-ce que voilà, c'est… Et c'est vraiment notre combat aussi, c'est notre rôle faire aimer le tofu, le faire goûter. C'est pour ça qu'on travaille aussi des galettes qui contiennent du tofu ou du tofu un peu déjà mariné, pour montrer que quand on marine, il a plus de goût, ou des tofu un petit peu cuisinés, où on va rajouter des tomates ou autre, pour montrer que le tofu peut vraiment être bon. Ça, après, j'ai envie de dire, c'est un peu comme la viande. Enfin, si on met juste la viande toute seule voilà, dans l'assiette, bon, c'est pas festif. Hein, voilà, il faut l'assaisonner. Peut-être après, il y a beaucoup de plats en sauce, en fait, avec de la viande. Donc, c'est pareil, évidemment, avec le végétal. On va pas manger les choses telles quelles. Les cuisiner un petit peu. Il faut les mettre en valeur. Voilà, et c'est pour ça que nous, on propose aussi des choses déjà cuisinées pour que les gens, déjà, que ce soit plus facile pour eux. Et puis qu'ils arrivent à se projeter, à voir ce qu'on peut faire avec du tofu. Après, ils peuvent aussi se dire, ah oui, en effet, mariner comme ça, c'est pas mal. Du coup, je vais tenter moi-même mes marinades. Il peut y avoir plein de goûts différents dans les marinades, en fait. Du coup, donc vous proposez des tofu, donc il y a le nature, le fumé, après vous avez aussi une gamme un peu aromatisée. Donc il y a du tofu aussi à la japonaise, avec des marinades un peu particulières. Et on a des tofu qui sont cuisinés, où on a intégré, par exemple, des tomates. Dans le processus. Oui, dans le D'accord, donc il y a marinade, donc vraiment mariné, c'est après. C'est le tofu classique qu'on va mariner. Et là, c'est intégré dedans, donc vraiment du tofu. C'est intégré avec, il peut y avoir des tomates. On a aussi des tofu végétariens avec du fromage, etc. Et donc, avant de terminer notre entretien, je voulais passer un petit peu sur quelques idées reçues, parce que il y a beaucoup d'idées reçues sur l'alimentation végétale, et beaucoup d'entre elles concernent le soja. Est-ce qu'il y a une idée reçue particulière que tu aimerais définitivement déconstruire aujourd'hui? Alors oui, déjà on accuse souvent le soja de provoquer de la déforestation et d'être OGM. C'est souvent les consommateurs nous posent des questions sur le sujet. Donc ce que je voulais dire, c'est que c'est le soja qui déforeste, c'est le soja qui est produit aux États-Unis, notamment, en Amérique du Sud. Et c'est du soja qui est principalement destiné à l'alimentation pour les animaux. Puisqu'en effet, les animaux, il faut bien les nourrir. Donc il y a beaucoup d'animaux, beaucoup d'élevage, donc beaucoup de soja, de besoin de culture de soja. Et en effet, dans ces pays-là, on déforeste pour pouvoir planter du soja. En France, le soja utilisé par Soy notamment, de nos filières, c'est uniquement du soja destiné à l'alimentation humaine. C'est du soja bio,
qui est produit sur des terres agricoles en rotation de culture. Donc il n'y a aucune déforestation pour le soja français bio. Et le soja, il est non OGM. En France, il est interdit. La culture du soja OGM est interdite. Donc vraiment, c'est un point important. Le soja français est sûr, il est non OGM, il ne provoque pas de déforestation. Et le soja, c'est vraiment une plante en plus qui est écologique. De par sa nature, déjà parce que c'est une légumineuse. Donc elle est utilisée en rotation de culture. C'est une plante qui a des racines ramifiées hyper importantes. Donc ça va limiter l'érosion du sol. Donc ça, c'est un point important. C'est une plante qui a la capacité à capter de l'azote et à l'utiliser pour fabriquer ses protéines, mais aussi à la restituer dans le sol, ce qui fait que le sol il ne va pas perdre en azote, il va continuer à être riche, elle va enrichir ce sol, et du coup, on a moins besoin d'utiliser des engrais pour fertiliser, puisqu'on n'a pas, dénutri le sol. Et puis, c'est une plante qui résiste énormément aux ravageurs, ce qui fait que ce soit dans l'agriculture conventionnelle ou bio, on va utiliser très peu de produits phytosanitaires, puisqu'en fait, elle est résistante. Donc, c'est vraiment une plante écologique et qui a des atouts nutritionnels hyper importants. Okay. Et qui rentre totalement dans une alimentation équilibrée, du coup, avec l'utilisation de soja comme protéine. C'est vraiment un aliment qui permet vraiment d'avoir une alimentation végétale plus équilibrée. Donc il a vraiment un beau profil, enfin le soja a un beau profil, aussi bien du coup pour l'environnement que pour la santé et de tout ce qu'on a parlé. Mais effectivement, c'est bien de remettre un petit peu dans le contexte, que du coup, voilà, quand on a cette idée vraiment que le soja déforeste, il faut bien comprendre que c'est vraiment pour l'alimentation des animaux et que ça vient effectivement de l'autre bout du monde, mais que pour nous, on va dire, qui consommons notre tofu, qui vient vraiment de France, voilà, c'est vraiment du bio, etc. Donc, parce que voilà, c'est interdit déjà. Donc voilà. Donc les plus gros consommateurs de soja sont certainement ceux qui mangent beaucoup de viande aussi, parce que du coup la quantité que l'animal mange de soja est énorme comparé à ce que nous en tant qu'être humain on peut manger. Et du coup, pour conclure, quelle est la vision de Seuil pour l'alimentation végétale dans les 5-10 prochaines années? Alors je te dirais que c'est de continuer à accompagner vraiment les consommateurs. Donc avec nos produits, leur faciliter la vie en cuisine, leur faire découvrir de nouvelles saveurs également, d'arriver à les accompagner pour que l'alimentation végétale, plus végétale en tout cas, parce qu'il y a des gens qui vont continuer à manger des produits d'origine animale, mais c'est comment voilà, on aide au quotidien ces gens-là avec nos produits, avec des recettes, avec des conseils. On peut se projeter sur plein de choses possibles, mais vraiment, on a envie d'être un guide pour végétaliser l'alimentation des gens, à la fois pour notre santé, pour notre planète et aussi pour le bien-être animal. Pour nous, c'est vraiment une conviction. Bah écoute, merci Agnès pour cet échange. Et du coup, on peut retrouver les produits soy en magasin bio. Donc il y a une grosse partie qui est au rayon frais, mais il y a aussi une petite partie du coup épicerie avec donc les jus et les aides culinaires. Donc voilà, si vous cherchez les produits soy, ce sera en magasin bio. Merci beaucoup Agnès, et puis je te dis à très vite. Merci à toi, à bientôt.